Je peux vous donner un bébé puisque votre femme est manifestement incapable de s'en occuper elle-même. Avant de poursuivre, je tiens à vous remercier d'être présent pour écouter ces histoires de force et d'instinct de survie. Si ces récits de reconquête du pouvoir vous touchent, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette chaîne avec ceux qui pourraient en avoir besoin. Ces mots planaient comme une ombre toxique sur le dîner de gala annuel de notre entreprise. De l'autre côté de la table, sous les lustres en cristal de la salle de bal du Ritz-Carlton, entouré des membres de mon conseil d'administration et des investisseurs qui venaient de nous aider à boucler une levée de fonds de série C de 70 millions de dollars, l'ex-petite amie de mon mari venait de proposer de porter son enfant. Devant tout le monde, je me suis présentée, Victoria Ashford. Jusqu'à cet instant, je croyais vivre un rêve éveillé. Je suis la PDG et fondatrice de Neuralink Analytics, une entreprise technologique spécialisée dans les prévisions de marché basées sur l'IA. En seulement 5 ans, nous sommes passés d'une équipe de 3 personnes travaillant dans mon garage à une entreprise de 200 employés. Forbes m'avait récemment mise à l'honneur dans son numéro spécial, 40 personnalités de moins de 40 ans. Business Insider m'avait qualifié de femme révolutionnant l'analyse prédictive. Mon mari, Marcus, était notre directeur technique, l'ingénieur de génie qui avait contribué à concevoir notre algorithme principal de A à Z. Nous étions mariés depuis 7 ans. Nous essayions d'avoir un enfant depuis 3 ans. Le parcours de PMA avait été dévastateur, d'une manière que je ne pouvais pas vraiment exprimer à quiconque ne l'avait pas vécu. 3 cycles de FIV, tous infructueux. Des milliers de dollars, d'innombrables injections que je m'administrais moi-même dans les toilettes des aéroports entre 2 réunions avec des investisseurs. La culpabilité de me demander si mon corps ne coopérait pas parce que j'étais trop absorbée par mon travail. Les statistiques que mon médecin ne cessait de citer sur les femmes de mon âge, sur les hormones du stress, sur la loi des rendements décroissants. Marcus m'avait toujours soutenu, du moins le croyais-je. Il me tenait la main pendant les procédures. Il m'apportait des bouillottes quand les médicaments me rendaient malade. Il me disait qu'on trouverait une solution ensemble. Qu'un bébé viendrait au moment opportun. Mais ces 6 derniers mois, quelque chose avait changé. Il était devenu distant, critique, et ses petites remarques étaient blessantes. Tu travailles encore tard. Tu ne penses jamais à ralentir? Peut-être que si tu n'étais pas aussi stressé en permanence. Il avait cessé de prendre l'initiative. Il passait de plus en plus de temps sur son téléphone, détournant l'écran de ma vue quand je passais, et il avait commencé à parler d'elle. Sienna Blackwood. Ils étaient sortis ensemble à la fac, avant que je le connaisse. Elle avait déménagé à New York pour devenir influenceuse bien-être, développant une marque autour du bio, de la méditation et des cosmétiques naturels. Son Instagram comptait plus de 3 millions d'abonnés. Son visage s'affichait sur des panneaux publicitaires pour du kombucha et des rouleaux de jade. Elle était récemment revenue vivre à San Francisco. Sienna m'a recontacté. Marcus avait mentionné son nom un soir, comme ça, juste pour prendre des nouvelles. Sympa, non? Puis il n'arrêtait pas de parler de la réussite de Sienna. Elle venait de signer un contrat avec Goop. Et puis, je l'ai croisée au café. On a déjeuné ensemble. Retrouvailles entre vieilles amies. Vous savez, chaque allusion semblait calculée, comme s'il testait ma réaction. J'essayais de rester mature, confiante dans notre relation. Nous étions mariés. Nous avions créé une entreprise ensemble. Nous étions associés. Je m'étais trompée. Le gala était censé célébrer notre victoire. Nous avions enfin obtenu le financement nécessaire à notre expansion internationale, à l'ouverture de bureaux à Londres et à Singapour, et au triplement de notre équipe d'ingénieurs. J'avais travaillé 90 heures par semaine pendant 6 mois pour que cet accord se concrétise. Le conseil d'administration avait fait le déplacement depuis les 4 coins du pays. Nos principaux investisseurs étaient assis dans la salle de bal. C'est à ce moment précis que Marcus a mentionné que Sienna serait présente en tant qu'invitée, car elle envisageait d'investir dans des startups technologiques. J'aurais dû m'en douter. J'aurais dû écouter mon intuition et savoir que c'était une erreur, mais je ne voulais pas paraître fragile. Je ne voulais pas être la femme jalouse stéréotypée qui ne supporte pas que son mari ait des amis. Alors, j'ai souri et j'ai dit que tout allait bien. Elle était arrivée vêtue d'une robe blanche qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Son teint était éclatant. Ses cheveux ondulaient en cascade parfaite. Elle possédait cette beauté naturelle et cultivée qui, en réalité,
exigeait des efforts et des moyens considérables pour être entretenue. Elle semblait n'avoir jamais connu le moindre stress. Tout au long du dîner, elle n'avait cessé de me déstabiliser subtilement. « Victoria, tu as l'air épuisée. Tu dors assez ? Diriger une entreprise à ton âge doit être une pression énorme. Marcus me disait justement que tu n'es plus jamais à la maison. Ça doit être très dur pour vous deux. » Chaque remarque était accompagnée d'un sourire compatissant et d'un ton inquiet qui rendait toute intervention impossible sans passer pour une paranoïaque. Les autres invités acquiesçaient poliment et changeaient de sujet, mais je voyais bien dans leurs yeux les questions qui se formaient. Est-ce qu'elle va bien ? Le poste de PDG est-il trop lourd à porter pour elle ? Marcus ne disait rien. Il ne la contredisait pas. Il ne me défendait pas. Il restait assis là, sirotant son vin, jetant de temps à autre à Sienna un regard qui ressemblait à de l'admiration. C'est alors qu'elle est passée à l'action. Nous venions de terminer le plat principal. Notre investisseuse principale, Patricia Chen, était en train de trinquer à notre succès. Sienna a attendu une pause naturelle dans la conversation, puis s'est tournée vers Marcus en posant la main sur son bras. « Tu sais, Marcus, » dit-elle d'une voix qui portait à travers la table, « je repensais à ce que tu m'as dit tout à l'heure, à quel point tu désires être père. » Un silence s'est installé. Le verre de champagne de Patricia s'est figé à mi-chemin de ses lèvres. Sienna a poursuivi, les yeux rivés sur Marcus, mais ses paroles étaient clairement destinées à être entendues de tous. « Je viens de passer ma visite médicale annuelle. Et mon médecin m'a dit, j'ai la fertilité d'une jeune femme de 25 ans, une santé reproductive optimale. » Elle a ri légèrement, comme si elle faisait une remarque anodine sur la météo. Je lui ai dit que je n'essayais même pas, mais elle a rétorqué, « Les femmes comme moi sont faites pour être mères. » Elle s'est alors tournée vers moi, avec une expression de compassion feinte. « Ça doit être si difficile pour toi, Victoria. Gérer tout ce stress alors que mon corps ne coopère pas. » Son regard s'est posé sur mon ventre. Toutes ces tentatives de FIV et rien à la clé. Les médecins doivent être inquiets. L'implication était claire. L'humiliation était publique et délibérée. Quelqu'un à table a poussé un petit cri d'effroi. Je sentais tous les regards braqués sur moi, attendant de voir ma réaction. Allais-je pleurer ? Faire un scandale ? Confirmer leurs soupçons. J'étais trop émotive, trop fragile pour avoir du pouvoir ? Sienna s'est penchée vers Marcus, sa voix baissant jusqu'à ce qu'elle pensait sans doute murmurer, mais que tout le monde entendait parfaitement. « Marcus, si tu veux être père, tu sais où me trouver. Certaines femmes sont différentes. Certaines d'entre nous sont faites pour donner la vie naturellement, pas en laboratoire. » Le silence qui a suivi était absolu. Même le bruit ambiant de la salle de bal semblait s'estomper. C'était le moment. C'était l'épreuve. Marcus n'a pas repoussé son contact. Il ne m'a pas défendu. Il est resté assis là, la mâchoire serrée, le regard fuyant. Cela m'a tout dit. Ce n'était pas une remarque spontanée. C'était prémédité. Ils en avaient discuté. Peut-être même répété. 3 ans de FIV infructueuse, 7 ans de mariage, 5 ans à bâtir une entreprise ensemble, et voilà comment tout s'achevait. Alors que sa petite amie de fac lui proposait ce que je ne pouvais apparemment pas lui donner, devant les personnes dont le respect était indispensable à la gestion de mon entreprise, j'ai ressenti cette oppression familière dans ma poitrine, celle qui précède les larmes. L'humiliation était insupportable. Une partie de moi avait envie de lui jeter mon verre de vin au visage. Une autre partie avait envie de crier sur Marcus pour sa trahison. Une autre encore voulait simplement fuir la salle de bal et ne jamais y revenir. Mais j'avais passé 5 ans à construire une entreprise dans un secteur dominé par les hommes. J'avais assisté à d'innombrables réunions où les hommes m'interrompaient, rejetaient mes idées ou s'adressaient directement à mes collègues masculins en m'ignorant complètement. J'avais appris à garder mon sang-froid quand les investisseurs me demandaient si je comptais tomber enceinte, comme si mon utérus était plus important que mon plan d'affaires. J'avais maîtrisé l'art de rester calme quand on supposait que Marcus était le PDG et moi son assistante. Je savais que si je réagissais de façon émotionnelle, je confirmerais tous leurs stéréotypes sur les femmes dirigeantes. Je validerais les dires de Sienna, j'étais instable, le stress était insupportable, je ne pouvais pas affronter la réalité. Alors, j'ai fait autrement. Je me suis levée lentement. Mon mouvement a attiré l'attention de tous. J'ai pris ma coupe de champagne, le cristal captant la lumière du lustre.
J'ai regardé Sienna droit dans les yeux, l'expression neutre, presque aimable. Tu as tout à fait raison, Sienna, ai-je dit d'une voix claire et posée. Certaines femmes sont différentes. J'ai reporté mon regard sur Marcus, dont le visage avait pâli. Et certains hommes révèlent leur vrai visage quand on leur en donne l'occasion. Merci à vous deux pour ces éclaircissements. J'ai levé légèrement mon verre, un toast ironique, puis je me suis tourné vers Patricia et les autres membres du conseil d'administration. Veuillez m'excuser. J'ai quelques appels à passer. Je suis sorti de la salle de bal la tête haute, d'un pas mesuré et calme. Je n'ai pas couru. Je n'ai pas pleuré. Je ne leur ai pas donné la satisfaction de me voir craquer. Mais dès que j'ai atteint ma voiture dans le parking, mes mains se sont mises à trembler si fort que je n'ai pas pu insérer la clé dans le contact. Le lendemain matin, j'ai appelé mon avocat, pas n'importe lequel. Patricia Chen, dans un geste qui m'a clairement indiqué son parti pris, m'avait envoyé un SMS avant 7 heures du matin avec un nom. Jonathan est spécialisé dans les divorces de personnes fortunées et les litiges commerciaux. Il est impitoyable, disait son message, et c'est exactement ce dont vous avez besoin en ce moment. À 9 heures, j'étais dans le bureau de Jonathan, les idées claires et une stratégie en tête. Je dois me protéger, moi et mon entreprise, lui ai-je dit. Et je dois agir vite. Dis-moi tout, dit-il en sortant un bloc-notes. Je lui ai tout raconté, la distance grandissante, les allusions à Sienna, les manœuvres de sape subtile, l'humiliation publique de la veille, mes soupçons que ce n'était pas qu'une simple liaison, mais quelque chose de plus calculé. As-tu des preuves d'infidélité ? Demanda Jonathan. Pas encore, mais j'en aurai. Comment ? Je suis PDG d'une entreprise technologique, répondis-je sèchement. Je sais comment trouver des informations. Ce que je n'avais pas encore dit à Jonathan, c'était ce que j'avais découvert ce matin-là, incapable de dormir, en épluchant les documents financiers de notre entreprise. Marcus avait effectué des transactions suspectes. En tant que directeur technique, il avait accès aux comptes de l'entreprise, même si toutes les dépenses importantes nécessitaient une double approbation. Il existait cependant des montants inférieurs au seuil déclenchant une alerte. Quelques milliers par-ci, quelques milliers par-là. En 6 mois, cela représentait près de 200 000 $. L'argent avait été transféré du compte d'exploitation de l'entreprise vers ce qui semblait être un compte d'investissement personnel que je ne reconnaissais pas. J'avais signalé le problème à notre directeur financier pour qu'il enquête, en lui disant que j'avais remarqué des anomalies qui nécessitaient un audit. Je n'avais pas encore évoqué mes soupçons. Je devais en être sûr. L'après-midi même, j'avais engagé un détective privé. Le soir venu, j'ai changé tous mes mots de passe personnels, transféré mes avoirs sur des comptes auxquels Marcus n'avait pas accès et documenté chaque transaction financière que j'ai pu retrouver. Marcus est rentré vers 20 heures. J'étais dans notre bureau, sur mon ordinateur portable. « Victoria, il faut qu'on parle d'hier soir », a-t-il dit depuis l'embrasure de la porte. J'ai levé les yeux vers lui, je l'ai vraiment regardé, cet homme que j'avais aimé, avec qui j'avais construit une vie, avec qui j'avais désespérément essayé de fonder une famille. Son visage était tiré, coupable, mais pas assez contrit, pas assez dévasté. « De quoi veux-tu me parler, Marcus ? Le fait que tu aies discuté de nos problèmes de fertilité avec ton ex-petite amie, ou que tu l'aies laissé m'humilier devant notre conseil d'administration et nos investisseurs, ou encore que tu n'aies pas dit un seul mot pour me défendre. » Elle n'aurait pas dû dire ça, admit-il en passant la main dans ses cheveux. C'était inadmissible, et pourtant tu l'as laissé faire. Tu ne l'as pas arrêtée. Tu ne l'as pas reprise. Tu es resté là, sans rien dire. J'étais sous le choc. Depuis combien de temps couches-tu avec elle, Marcus ? La question planait entre nous. Il ouvrit la bouche, la referma, puis la rouvrit. Non. On ne couche pas ensemble. Ne me mens pas. Pas maintenant. Pas après tout ce qui s'est passé. Il s'appuya contre l'encadrement de la porte. Ça a commencé il y a 3 mois. Après nous être croisés par hasard, on a juste discuté, comme de vieux amis. Mais elle me comprenait comme tu ne me comprends plus. Tu travailles tout le temps. Tu es toujours stressé. On ne parle jamais d'autre chose que de la boîte, de la FIV ou de ta prochaine réunion. Je construis notre avenir, dis-je doucement. Tu construis le tien, rétorqua-t-il. Je ne suis que le directeur technique. Je suis juste celui qui a fait fonctionner l'algorithme, et tu t'attribues tout le mérite.
L'article de Forbes ne m'a même pas mentionné. Les investisseurs connaissent à peine mon nom. Et tu n'es jamais à la maison. Tu n'es jamais présent. Sienna me donne l'impression d'exister. Voilà. Le vrai problème, pas les difficultés à concevoir, pas le travail. Le stress, son ego. Alors, tu as décidé d'avoir une liaison et de détourner des fonds de l'entreprise. Son visage s'est décomposé. De quoi parles-tu? 200 000 $, Marcus, prélevés sur les comptes de l'entreprise et transférés sur des comptes offshore. Tu croyais vraiment que je ne m'en apercevrais pas? Ce n'est pas ce que j'allais te dire. Dis-moi plutôt que tu comptais encaisser tes options d'achat d'actions et t'enfuir avec Sienna. Que tu volais notre entreprise pour financer ta nouvelle vie. Il a commencé à parler, mais j'ai levé la main. Je ne veux rien entendre. Je ne veux ni tes excuses, ni tes justifications, ni tes tentatives de me faire porter le chapeau parce que je travaille trop ou que je tiens trop à l'entreprise que nous avons construite ensemble. Je me suis levée et j'ai pris mon ordinateur portable et mes dossiers. Où vas-tu? À l'hôtel. Mon avocat te contactera demain. Ne me contacte pas. Ne viens pas au bureau. Ne touche à aucun compte ni actif de l'entreprise. Victoria, je t'en prie. On peut arranger ça. Je l'ai regardé une dernière fois. Non, Marcus, Impossible. L'enquête a progressé rapidement ensuite. Notre directeur financier, David Lynn, était horrifié quand je lui ai montré les transactions suspectes. Il a fait appel à un expert comptable judiciaire qui a mis au jour l'ampleur du détournement de fonds de Marcus. Il ne s'agissait pas seulement de 200 000 $. En creusant davantage, ils ont découvert près d'un demi-million de dollars transférés via différents comptes au cours de l'année écoulée, ce qui coïncidait avec la période où il avait repris contact avec Sienna. Le détective privé a remis son rapport en une semaine. Des photos de Marcus et Sienna dînant dans des restaurants chics où je n'avais jamais mis les pieds. Des photos d'un appartement dont j'ignorais l'existence, enregistrées au nom d'une SARL créée par Marcus. Des SMS obtenus par le détective privé sans que je le demande, dans lesquels Marcus et Sienna évoquaient la possibilité de repartir à zéro une fois qu'il aurait récupéré son argent. Un courriel accablant montrait que Marcus avait tenté de vendre ses options d'achat d'actions à un concurrent, ce qui aurait constitué une violation de son contrat et aurait potentiellement exposé notre technologie confidentielle. Jonathan m'a présenté la situation dans son ensemble. Ce n'est pas un simple divorce. C'est une fraude criminelle. Détournement de fonds et possible espionnage industriel. Si vous voulez poursuivre, il risque une lourde peine de prison. Quelles sont mes options? Première option, un divorce à l'amiable. Il rembourse l'argent, cède ses options d'achat d'actions pour une bouchée de pain et s'en va. Pas de poursuite pénale, rupture nette. Deuxième option, vous signalez tout aux autorités. Le FBI s'en mêle en raison des contrats fédéraux de votre entreprise. Il est arrêté, jugé, potentiellement condamné. Spectacle public, couverture médiatique. Cela pourrait nuire à la réputation de l'entreprise, mais cela envoie aussi un message clair. Vous ne tolérez pas la fraude. J'y ai réfléchi 3 secondes. Deuxième option. Jonathan acquiesça. Je m'en doutais. J'ai déjà préparé les documents. Le lundi suivant, des agents du FBI sont arrivés à notre bureau. Marcus était à son bureau quand ils sont entrés. Je les ai observés depuis mon bureau. Ils se sont approchés de lui ont montré leur badge et lui ont demandé de les suivre. Son visage, lorsqu'il a levé les yeux et m'a vu derrière la paroi vitrée de mon bureau, exprimait un mélange de choc et de trahison. Je n'ai rien ressenti. L'affaire s'est répandue comme une traînée de poudre dans la communauté tech. Le PDG d'une start-up spécialisée en IA accuse son mari, directeur technique, de détournement de fonds. Les gros titres étaient sensationnels. TechCrunch a mené une enquête approfondie. The Verge m'a interviewé sur le leadership et la confiance dans les startups. Forbes m'a demandé d'écrire une tribune sur la gouvernance d'entreprise. Certains articles étaient bienveillants. Une PDG prend position contre la fraude. D'autres étaient plus racoleurs. Le divorce fracassant du coup d'État de la Silicon Valley. Sans surprise, les commentaires étaient partagés. La moitié saluait mon courage. L'autre moitié m'accusait de vengeance, d'exagération, d'avoir détruit la vie d'un homme à cause d'un différend conjugal. Je n'en ai pas lu la plupart. Ce qui importait, c'était le verdict du tribunal.
L'avocat de Marcus a tenté de me dépeindre comme une bourreau de travail ayant négligé son mariage, poussant ainsi Marcus dans les bras d'une autre femme. Ils ont essayé de faire croire que les transactions financières étaient des investissements réalisés dans l'intérêt de l'entreprise, mais les preuves étaient accablantes. Le rapport des experts comptables, les emails concernant la vente de technologies propriétaires, les SMS planifiant sa stratégie de sortie, les comptes offshore. La juge était une femme d'une 60aine d'années qui avait passé 30 ans au tribunal. Elle avait tout vu. « Monsieur Ashford », dit-elle en scrutant Marcus par-dessus ses lunettes. « J'ai examiné les preuves. Quels que soient les problèmes conjugaux qui existaient entre vous et mademoiselle Ashford, ils ne justifient ni le détournement de fonds, ni la fraude, ni la tentative de vol de propriété intellectuelle. Votre état émotionnel n'est pas un moyen de défense. Elle a statué en ma faveur sur tous les points. Divorce définitif. Marcus n'a rien reçu de nos biens matrimoniaux en raison du contrat prénuptial que son avocat avait, à tort, jugé non valable. J'ai conservé l'intégralité de mes parts dans la société. Le tribunal l'a condamné à rembourser la totalité des fonds détournés, plus des dommages et intérêts. Au pénal, le procureur s'est montré agressif. Accusation de fraude fédérale. Tentative d'espionnage industriel. Le procès a duré 3 semaines. J'ai dû témoigner sur notre mariage et notre entreprise. Dès que j'ai découvert les irrégularités financières, l'avocat de Marcus a tenté de me faire passer pour froide, calculatrice et obsédée par la vengeance. Lors du contre-interrogatoire, il a demandé « N'est-il pas vrai, mademoiselle Ashford, que vous auriez pu régler cela à l'amiable? Que vous ayez choisi de détruire la vie de votre mari par pure méchanceté ?» J'ai regardé le jury droit dans les yeux. J'ai choisi de protéger mon entreprise et tous les employés qui en dépendent. J'ai choisi de faire respecter la loi. Monsieur Ashford a choisi de commettre des crimes. C'étaient ses choix, pas les miens. Le jury a délibéré pendant 6 heures. Il l'a déclaré coupable de tous les chefs d'accusation. Le juge l'a condamné à 4 ans de prison fédérale. Quant à Sienna, les conséquences ont été différentes, mais tout aussi dévastatrices. Sa carrière d'influenceuse s'est effondrée du jour au lendemain. Les marques veulent s'associer à des modes de vie ambitieux, pas à des scandales publics impliquant des liaisons extra-conjugales et des crimes fédéraux. Une semaine après l'arrestation de Marcus, elle avait perdu des contrats d'une valeur de plus d'1 million de dollars. Son agence l'a lâchée, prétextant une violation de la clause de moralité de son contrat. Ses abonnés Instagram se sont retournés contre elle. Les commentaires étaient remplis de gens la traitant de briseuse de ménage, de profiteuse, et pire encore. Elle a tenté de publier un communiqué affirmant qu'elle ignorait que Marcus était marié, malgré les nombreuses photos d'elle lors d'événements d'entreprise où j'étais clairement présent, mais personne ne l'a cru. Elle a finalement dû tout changer, repositionner, déménager dans une autre ville et tout reconstruire à partir de zéro. La dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles, elle travaillait comme vendeuse dans une boutique de bien-être, bien loin de son image de star de la publicité. Le détective privé a mentionné, presque comme une évidence, que Sienna essayait de tomber enceinte depuis des mois, sans succès. Sa fertilité, à 25 ans, avait apparemment été exagérée. J'aurais dû me sentir vengée. J'aurais dû me sentir triomphante. Au lieu de cela, j'étais surtout épuisée. Les mois qui ont suivi la condamnation de Marcus ont été étranges. L'entreprise a prospéré, libérée des distractions liées aux problèmes conjugaux et avec un nouveau directeur technique brillant, qui respectait réellement mon leadership à la place de Marcus. Nous avons dépassé tous nos objectifs trimestriels. Le bureau de Londres a ouvert en avance. Notre technologie a fait l'objet d'un article dans le Wall Street Journal. Nous avons reçu des offres de rachat se chiffrant en centaines de millions. Mais j'avais du mal à accepter ce qui m'était arrivé. Ma thérapeute, le docteur Sarah Mitchell, m'a aidé à surmonter les différentes étapes de la trahison et de la culpabilité. Il faut que vous compreniez que ces choix n'avaient rien à voir avec votre fertilité, votre éthique professionnelle, tout échec de votre part. Elle m'a dit lors d'une séance que ces choix étaient liés à ses propres insécurités, à son incapacité à gérer votre succès, à son besoin de se sentir important à tout prix. Je n'arrête pas de repenser à ce que j'aurais pu faire différemment. J'ai admis que si j'avais moins travaillé, si j'avais remarqué les signes plus tôt, si j'avais été une meilleure épouse. Stop, m'a interrompu doucement le docteur Mitchell. Une meilleure épouse n'aurait pas changé un homme prêt à commettre des crimes fédéraux et à vous trahir publiquement.
Votre succès n'était pas le problème. C'était son incapacité à le célébrer. Cette conversation a été un déclic. J'ai commencé à faire des choix différents. J'ai promu 2 cadres pour partager la charge opérationnelle. Je ne travaillais donc plus 90 heures par semaine. J'ai commencé à prendre mes congés. Je me suis inscrite à un club de lecture. J'ai appris à peindre, une activité que j'avais toujours voulu pratiquer mais pour laquelle je n'avais jamais eu le temps. Et j'ai pris une décision concernant les traitements de fertilité. Je m'y accrochais comme à une bouée de sauvetage. Comme si, d'une certaine manière, avoir un bébé suffirait à prouver à Sienna. Je me suis trompée, je voulais prouver à Marcus qu'il avait tort, me prouver à moi-même que j'étais à la hauteur. Mais le docteur Mitchell m'a posé une question qui a tout changé. Si vous n'avez jamais d'enfant biologique, votre vie aura-t-elle quand même valu la peine d'être vécue? J'ai repensé à l'entreprise que j'avais bâtie, aux emplois que j'avais créés, à la technologie que nous avions développée et qui aidait les entreprises à prendre de meilleures décisions, à éviter la fraude, à protéger leurs actifs, aux femmes qui m'avaient contacté pour me dire que je les avais inspirées à briguer des postes à responsabilité dans le secteur technologique. Oui, ai-je répondu. Oui, ma vie aura valu la peine d'être vécue. 1 an après la finalisation du divorce, j'ai pris une autre décision. J'ai créé la Fondation Ashford, qui vise à soutenir les femmes dans les STEAM, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, et à financer des traitements de fertilité pour les femmes actives qui n'en avaient pas les moyens. La première bénéficiaire était une ingénieure logicielle dans une start-up, qui avait subi 7 cycles de FIV infructueux. Quand je lui ai remis le chèque, elle a pleuré et m'a dit que c'était la première fois que quelqu'un dans le secteur technologique reconnaissait qu'on pouvait vouloir à la fois une carrière et une famille sans avoir l'impression de devoir choisir. J'avais trouvé ma raison d'être, une raison qui n'avait rien à voir avec Marcus, Sienna ou prouver à tous qu'ils avaient tort. 18 mois après que tout se soit effondré, j'ai rencontré quelqu'un. Il s'appelait David Park, un journaliste chargé d'écrire un portrait de moi pour Business Week. Il était attentionné, curieux et totalement indifférent à ma réussite. Lors de notre premier rendez-vous, il a passé 1 heure à me poser des questions sur mon travail, car il le trouvait sincèrement fascinant, et non pas pour rivaliser ou le dénigrer. Mon ex-mari était jaloux de ma réussite. Je le lui ai confié lors de notre 3e rendez-vous, pour tâter le terrain. « Tu as été idiot », a simplement dit David. Pourquoi quelqu'un voudrait-il être avec quelqu'un qu'il doit rabaisser pour se sentir plus important? C'est là que j'ai compris. Nous avons pris notre temps. J'étais prudente, portant le poids de la trahison comme une armure invisible. Mais David était patient. Il célébrait mes victoires. Il me soutenait dans les moments difficiles. Lorsque l'entreprise a traversé une période compliquée suite à une faille de sécurité, il m'a apporté à dîner au bureau à minuit et m'a écouté me plaindre des protocoles de cryptage qu'il ne comprenait pas. Et quand je lui ai parlé de mes difficultés à concevoir, après mes échecs de FIV, face à la peur de ne jamais pouvoir avoir d'enfant biologique, il m'a pris la main et m'a dit « Il existe de nombreuses façons de fonder une famille. On trouvera ce qui nous convient. » 2 ans après le divorce, je me tenais sur le parquet du Nasdaq, entouré de mon équipe, et j'ai sonné la cloche pour l'entrée en bourse de Neuralink Analytics. Notre valorisation a atteint 2 milliards de dollars. Les journalistes couvrant l'IPO m'ont demandé ce que cela faisait d'être l'une des plus jeunes femmes PDG à introduire une entreprise en bourse. C'est la preuve qu'on peut survivre à la pire trahison de sa vie et construire malgré tout quelque chose d'extraordinaire, ai-je répondu. Ce soir-là, David et moi avons dîné dans un petit restaurant du quartier Mission. Rien d'extraordinaire, juste un bon repas et une conversation tranquille. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer de messages de félicitations. L'un venait de Patricia Chen. « Tu l'as fait. Je n'ai jamais douté de toi. » Un autre était du docteur Mitchell, tellement fier du chemin parcouru. Et puis un autre d'un numéro inconnu. J'ai failli le supprimer sans le lire. Mais quelque chose m'a poussé à l'ouvrir. C'était de Marcus. J'ai vu les infos sur l'IPO. Félicitations. Tu avais raison sur toute la ligne. Je suis désolée pour ce que j'ai fait. Je l'ai montré à David. Tu veux en faire quoi? J'ai longuement contemplé le message, repensant à la femme que j'étais 2 ans plus tôt, humiliée devant mon conseil d'administration, anéantie par la trahison, remettant tout en question. Puis j'ai pensé à la femme que j'étais devenue, PDG d'une société cotée en bourse, fondatrice d'une fondation qui aide d'autres femmes, en couple avec quelqu'un qui célébrait ma réussite.
Enfin sereine face à l'avenir de ma famille, avec ou sans enfant biologique, j'ai supprimé le message sans répondre. Rien. J'ai dit à David, je n'ai pas besoin d'en faire quoi que ce soit, car la meilleure vengeance n'était pas de faire souffrir Marcus. Ce n'était pas de voir la carrière de Sienna s'effondrer. Ce n'était même pas l'introduction en bourse réussie, la couverture de Forbes ou toute autre forme de reconnaissance extérieure. La meilleure vengeance, c'était de construire une vie si épanouissante que leur trahison ne serait plus qu'une simple note de bas de page, et non le chapitre déterminant de mon histoire. 6 mois plus tard, David et moi avons décidé d'envisager l'adoption. Nous avons rencontré un organisme, entamé les démarches, assisté aux réunions d'information. C'était une évidence. D'une manière que les traitements de FIV n'avaient jamais permise. Il ne s'agissait pas de prouver que mon corps était capable de quelque chose, ni de répondre à une quelconque attente extérieure quant à ce que devrait être la maternité. Il s'agissait de choisir de fonder notre famille comme nous le souhaitions. L'agence nous a mis en relation avec une mère porteuse, une étudiante qui voulait offrir à son bébé des opportunités qu'elle ne pouvait lui offrir. Nous l'avons rencontrée, nous avons parlé de nos vies, de nos valeurs, du genre de parents que nous voulions être. « J'admire votre réussite », m'a-t-elle dit lors d'une conversation. « Je veux que mon bébé voie que les femmes peuvent tout faire, qu'il n'y a pas de limite. » 8 mois plus tard, nous avons ramené notre fille à la maison. Nous l'avons appelée Maya. Le soir de sa première nuit chez nous, je l'ai serrée dans mes bras dans sa chambre. David et moi avions peint ensemble, face à la skyline de San Francisco, où le logo de notre entreprise illuminait désormais l'un des immeubles du centre-ville. J'ai repensé aux paroles de Sienna lors de ce dîner de gala. Des paroles destinées à me détruire. Certaines femmes sont différentes. Elle avait raison, mais pas comme elle l'avait imaginé. Certaines femmes sont faites pour surmonter les obstacles, élaborer des stratégies, transformer sa douleur la plus profonde en raison d'être, refuser que les limites d'autrui définissent sa valeur. J'étais faite pour construire, et j'avais construit quelque chose de plus précieux que Sienna n'aurait jamais pu le comprendre. J'avais bâti une vie à mon image, remplie d'un travail que j'aimais, de personnes qui m'appréciaient, et maintenant d'une fille qui grandirait en sachant que la force, c'est se relever quand on essaie de vous abattre. Maya remua dans mes bras, sa petite main s'enroulant autour de mon doigt. « Bienvenue à la maison, ma chérie », murmurai-je. « Laisse-moi te parler de la femme qui a essayé de briser ta maman, et comment, au contraire, elle m'a aidé à devenir exactement celle que je devais être. Si cette histoire vous a inspiré, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et souvenez-vous, suivre son cœur n'est un bon conseil que s'il est guidé par la raison. Merci d'avoir été témoin de ce cheminement vers la résilience et la reconquête de soi.